Donc, bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le contenu jeunesse de la campagne S'accepter. Donc, je vais vous partager mon écran, peut-être juste me dire dans le chat si vous voyez bien mon PowerPoint. Ça semble bien, je vois je vois l'assistance. Vous voyez bien mon PowerPoint? Oui? Parfait. Alors, la présentation de l'équipe est faite. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Donc, évidemment que s'accepter, ça se construit dès l'enfance et ça se poursuit à l'adolescence. Juste avant de commencer la théorie à propos de la section jeunesse, je veux juste vous dire que le terme jeune est utilisé aujourd'hui pour représenter les enfants et les adolescents. Donc, les deux sont concernés, évidemment. Et il est aussi utilisé pour présenter le contenu de façon générale, sans discrimination de genre quelconque. Et toutes les activités, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui s'adresse tout autant aux parents qu'aux intervenants, aux professeurs, aux éducateurs. Donc, je voulais d'emblée vous informer de tout cela. Alors évidemment, l'estime de soi, c'est un héritage précieux qu'on peut offrir tous ensemble aux jeunes. Donc, famille, amis, voisinage, garderie, école, dans les loisirs qu'on a aussi. Donc, évidemment qu'on peut offrir ça aux jeunes. La confiance en nos moyens et en notre capacité à faire face aux difficultés de la vie soutiennent l'estime de soi, évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait pour soutenir les forces des jeunes? Eh bien, tout d'abord, soutenir les efforts et reconnaître les réussites. Donc, on poursuit en fait à l'adolescence qu'on va avoir débuté à l'enfance. Donc, on reconnaît les efforts, on l'aide aussi à traverser les difficultés. On pourrait, par exemple, dire aux jeunes que hey, tu as été vraiment un leader positif dans ton dernier travail d'équipe, bravo. Peut-être que si le jeune nous confie, par exemple, qu'il s'est disputé avec son ami, ben, plutôt que de dire ah, c'est pas grave, puis t'en as d'autres, des amis ou quelque chose comme ça, en banalisant un peu leur vécu, on pourrait plutôt leur dire je me doute que ça ne doit pas être agréable de t'être disputé avec ton ami. Tu as su être clair en lien avec tes insatisfactions, ce que tu as ressenti, tu as été capable de l'écouter. Donc, j'imagine que vous allez trouver des solutions ensemble. Donc, c'est une façon un peu contournée là, de l'aider en fait à traverser les difficultés. On normalise également les échecs. Donc, on l'aide à prendre conscience des apprentissages qui ont été réalisés. Et d'ailleurs, René le dit au début de la présentation, on a de la difficulté un petit peu à accepter les échecs, hein? Et pourtant, c'est normal et on fait juste se reprendre et apprendre de cet échec-là. Donc, on pourrait dire, par exemple, ben, je vois que tu n'arrives pas au bon résultat, mais grâce à ta logique, tu avais la bonne démarche, plutôt que de dire ah, tu n'as pas réussi, tu n'es pas bon, etc. Donc, évidemment que c'est important de normaliser les échecs. On l'encourage également à faire des choix dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, ça se peut que parfois, ça va être à nous de prendre la décision. Donc, on ose décider quand aucun choix ne s'offre, mais on lui explique par contre les raisons pourquoi on prend cette décision-là. Et peut-être que pour le jeune, à ce moment-là, ça va faire plus de sens pour lui. Encourager à faire des choix, ça pourrait être, par exemple, pour un jeune, on lui dit de choisir, on le laisse choisir ses vêtements, peut-être un jeu ou un exercice, par exemple, à l'école dans la journée. Donc, ça va lui donner un petit peu d'autonomie, de responsabilité, puis ça va favoriser l'estime de soi. Ça pourrait être à l'adolescence de choisir son futur programme d'études, par exemple, et ainsi de suite. On l'encourage, donc on reconnaît les forces du jeune, on l'accompagne, on l'aide à accepter les erreurs, comme je l'ai dit précédemment, les difficultés, et lui témoigner aussi de la confiance envers lui. Et ça va l'aider à atteindre ses objectifs, et à réduire aussi l'anxiété de performance. Est-ce que je vais trop rapidement ou ça va pour vous? C'est correct? Des fois, je suis bien emballée par mon sujet, fait que ça se peut que mon début soit rapide. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le chat si jamais je vais trop rapidement. Alors, je vous ai dit d'encourager le jeune. Est-ce qu'il y a une différence, selon vous, entre encourager et complimenter? Eh bien, la réponse, c'est oui, il y a une différence. En fait, encourager et complimenter, ce ne sont pas des synonymes, ils n'ont pas les mêmes effets sur les jeunes.
Quand on encourage les jeunes, on prend le temps de les regarder en action, de les questionner sur leurs choix, le processus qu'ils ont adopté et les résultats. Donc, par exemple, je pourrais dire à un enfant, je vois qu'il y a différentes formes, couleurs dans ton dessin. Pourquoi est-ce que tu as choisi telle ou telle couleur? Ou plutôt, j'aime regarder ton dessin parce qu'il me rappelle telle ou telle chose. Eh bien, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si on lui dit simplement, il est beau ton dessin. Donc, complimenter, ça repose plus sur notre jugement et ça valorise le résultat. Oups! Désolée, j'ai passé un petit peu rapidement mes diapositives. Donc, un autre exemple, ça pourrait être, par exemple, je dis aux jeunes, j'aime te regarder nager parce que ça semble être libérateur pour toi, plutôt que de lui dire, hey, c'est toi le meilleur en nage, tu es trop bon, c'est toi qui nages le mieux. Donc, quand j'encourage, je soutiens l'effort, je soutiens la réflexion, le développement de la confiance nécessaire à la prise de risque et également l'apprentissage. Donc, les paroles comme t'es tellement bon, t'es trop forte, tout ça, ça repose vraiment sur notre jugement. C'est correct de complimenter. Je vous dis pas qu'il faut jamais complimenter notre jeune, évidemment. C'est juste d'y aller avec mesure. Parce que sinon, à la longue, ce que ça peut faire, c'est que le jeune peut risquer de développer une dépendance à l'approbation d'autrui. Et donc, il va peut-être se préoccuper davantage de ce que les autres pensent plutôt que de se centrer sur son propre ressenti et sa propre auto-appréciation. Un petit saviez-vous que à propos d'ailleurs des compliments, on dit que les compliments peuvent devenir anxiogènes car réussir à l'école, c'est avant tout avoir de bonnes notes et faire le moins d'erreurs possible. Par conséquent, c'est un jeune qui va avoir de la difficulté à vivre avec l'échec, qui va avoir peur de se tromper et donc finalement, peut-être qu'il ne prendra pas de risque. Donc, c'est important en fait, puis on peut faire un lien ici avec l'anxiété de performance, d'encourager l'effort plutôt que la réussite, développer la tolérance à l'échec et montrer comment est-ce qu'il peut développer des stratégies d'adaptation lorsque peut-être il sent que ça va moins bien. Donc, de l'aider à travers tout ça. Et comme Marie-Josée l'a dit tout à l'heure, ne pas oublier, quand on se plante, on pousse. Protéger sans surprotéger. Donc, en fait, des fois, on a l'impression aussi qu'on veut être là pour notre jeune, mais peut-être que ça s'apparente à de la surprotection. En fait, quand on s'assure que l'environnement est sécuritaire, on protège le jeune. Quand on fait à sa place des gestes que le jeune est capable d'effectuer par lui-même, par peur qu'il lui arrive quelque chose, c'est surprotéger. Par exemple, si je prends dans mes bras un enfant de 2 ans au développement considéré comme normal pour monter ou descendre un escalier, ben ça, ce serait un comportement qui est dit surprotecteur. Si au contraire, je lui montre plutôt comment le faire de façon sécuritaire, je demeure à ses côtés pour l'aider s'il a besoin, ben, en faisant ça, je lui permets en fait de développer ses habiletés, sa confiance, son autonomie. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas dans la surprotection. Un exemple, par exemple, pour un adolescent, si j'appelle, adolescent, jeune adulte, si j'appelle un professeur au cégep pour régler des insatisfactions, comportement surprotecteur. Si je l'équipe, je le soutiens pour régler par lui-même la problématique auprès de son professeur, là, je suis dans la protection. Donc, évidemment, on peut, sans faire disparaître les difficultés de la vie des jeunes, les aider à surmonter ces épreuves-là pour y faire face. Soutenir le développement de l'estime de soi chez les jeunes, comment? Eh bien, valoriser les jeunes pour ce qu'ils font, non pas pour ce qu'ils sont. Donc, plutôt que de dire « Hey, t'es bon, t'es le meilleur, t'es ci, t'es ça », on pourrait, par exemple, dire « Tu aides vraiment à développer l'esprit d'équipe ». Si, par exemple, c'est dans un contexte de sport ou peu importe. Plutôt que de dire j'apprécie quand tu m'aides à mettre la table, je pourrais dire j'apprécie combien tu es une personne serviable, notamment lorsque tu m'aides à mettre la table et ainsi de suite. Soutenir les jeunes dans la découverte de leur identité, parce qu'évidemment, à l'adolescence, c'est la période où on est un peu dans la construction de l'identité. On en parlait d'ailleurs l'année passée lors de la campagne Créer des liens. Et donc, en fait, je soutiens le jeune dans la connaissance de lui-même en lui posant des questions, en l'invitant à nommer ce qu'il aime, ce
qu'il aime moins, découvrir ce qu'il apprécie peut-être moins. Et à ce propos, pour refaire référence à la campagne de l'année passée, on avait développé dans le cahier d'exercice jeunesse l'activité Apprendre à se connaître sur la connaissance de soi. Donc, vous voyez peut-être en petit là, dans le côté de ma diapositive, donc qui peut l'aider aussi à soutenir son identité, à développer son identité. Inviter les jeunes à relever des défis à la mesure, évidemment, de leur capacité et de leur âge. Donc, par exemple, ça pourrait être de le laisser accomplir des petites tâches. Donc, quand le jeune a de petites responsabilités, il se sent utile, il se sent fier de lui-même et ça encourage évidemment son autonomie. Donc, par exemple, si un enfant essaye de mettre ses souliers tout seul, eh bien, je pourrais attendre qu'il me le demande avant de l'aider à mettre ses chaussures. Un jeune pour qui, par exemple, les exposés oraux sont très anxiogènes. On a vu que les professeurs, parfois, vont donner un peu une faveur et dire, tu auras juste à venir faire l'exposé oral dans mon bureau. Comme ça, ça va être moins risqué que tu fasses, par exemple, une crise de panique, peu importe, non, non, non. Mais en fait, ce qui pourrait réellement l'aider, c'est de lui donner des outils pour l'aider à éventuellement faire un exposé oral devant la classe. Par exemple, des trucs qui existent, c'est de prendre des pauses, de prévoir le bafouillement, parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on se trompe dans un exposé oral, là, c'est là que la panique embarque, puis qu'on devient stressé, et ça devient encore plus anxiogène. Et si on se prépare, on se dit, bon, si je me trompe pendant l'exposé oral, si je bafouille, qu'est-ce que je vais faire? Donc, juste de le préparer, de prévoir que je vais me tromper, ça pourrait aider à diminuer l'anxiété lors des exposés oraux. Ça peut être aussi de tenir un objet qui fait en sorte que ça transfère le stress dans un objet. C'est pas pour rien qu'on donne parfois des balles anti-stress, hein? C'est comme pour transférer le stress ailleurs et ça aiderait aussi à diminuer l'anxiété. Les traiter avec respect, c'est quand même, ça va de soi. C'est l'un des meilleurs moyens, en fait, d'apprendre aux jeunes à se respecter et à respecter les autres. On l'écoute attentivement quand il a quelque chose à nous dire plutôt que de peut-être banaliser. Il faut le prendre au sérieux. Euh, Par exemple, si un adolescent vit une rupture d'amour, on essaie de se rappeler que dans notre temps, nous aussi, on trouvait ça difficile quand on avait une petite peine d'amour. Pas dire ah, tu vas voir, un perdu, 10 de retrouver, et ainsi de suite. Juste essayer de comprendre sa réalité, de l'écouter et prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Si on n'est pas en accord avec lui ou si on n'aime pas ce qu'il fait, d'utiliser aussi des phrases qui commencent par le je. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que ça fait quand on parle au je? Bien, premièrement, c'est quand même assez difficile d'obstiner des sentiments. Hein? Donc, si je dis je me sens de telle façon, j'ai l'impression que, ben, le jeune ne peut pas me répondre. Je dis le jeune, mais ça s'adapte à vraiment tout le monde. Il ne peut pas me dire non, tu ne ressens pas ça. Alors, c'est important de parler au je parce que non seulement ça aide à la compréhension aussi, mais ça fait en sorte que l'autre ne va pas se sentir critiqué ni jugé. Donc, de commencer avec le je plutôt qu'avec le tu. Se débrancher pour prendre le temps d'être ensemble parce qu'évidemment, s'il y a des distractions autour, telles que les technologies, les médias, eh bien, ce n'est pas un moment de qualité réellement. Donc, c'est important de se débrancher pour vraiment être avec lui ou elle. Ne pas les comparer aux autres et les inviter à ne pas se comparer aux autres aussi. Donc, comparez-le en fait à lui-même en soulignant ses progrès. Donc, plutôt que de dire ah, tu as eu 70 puis ton ami a eu 90 ou ainsi de suite, bien, ah, au dernier examen, tu as eu 65, là, tu as 70, hey, bravo, tu as mis de l'effort, etc. Donc, juste faire attention aux mots, aux étiquettes aussi qu'on met, parce qu'ils peuvent s'identifier à ces étiquettes-là et ça peut avoir un impact négatif, évidemment. À ce propos, j'ai une petite question pour vous. Un vrai ou faux? Pensez-vous que les médias sociaux peuvent avoir un impact sur l'estime de soi des jeunes? Donc, si vous pensez vrai, vous pouvez faire un pouce comme ça. Si vous pensez faux, vous pouvez mettre comme ça. Donc, évidemment, la réponse, c'est vrai. Donc, on dit que la comparaison sociale induite par les réseaux sociaux est associée à l'insatisfaction corporelle, à certains troubles alimentaires, anorexie, boulimie, etc.,
et à des symptômes dépressifs. Donc, il faut inviter le jeune à faire attention à la comparaison, notamment à travers les médias sociaux, parce qu'ils peuvent avoir un impact très important sur leur estime d'eux-mêmes. Donc, c'est judicieux de leur rappeler les bonnes pratiques d'utilisation des médias sociaux en discutant avec eux, en éduquant aussi sur les techniques de manipulation, en célébrant la différence. Donc, par exemple, je peux leur parler de limiter l'utilisation des filtres photos, qui fait en sorte que c'est une image truquée un peu d'eux-mêmes. On leur propose aussi de se mettre une alarme pour éviter les phénomènes du infinite scroll ou FOMO, Fear of Missing Out. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, le infinite scroll, c'est le fait que on s'entend qu'avant, c'était pas difficile, on lisait un journal, quand il était fini, c'était fini. Mais les médias sociaux, ben, c'est toujours à l'infini. Donc, c'est ce qui fait en sorte des fois qu'on peut passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Donc, juste de se mettre une alarme, ça peut être une astuce. De dire, moi, dans 45 minutes, dans 1 heure, c'est terminé, j'arrête de regarder mon fil d'actualité. Ça peut être une suggestion. Le FOMO, c'est le fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose qui vient contribuer aussi à l'anxiété. Donc, je veux être sûre de rien manquer, alors je défile mon fil d'actualité pour être sûre que je suis informée de tout. Essayez aussi de lui proposer d'arrêter de suivre des personnalités à qui on pourrait se comparer négativement. Donc, ah, telle personnalité est tellement belle, puis j'aimerais ça être comme elle, et ainsi de suite. Ça vient briser un peu l'estime de soi, l'image de soi. Parler peut-être avec le jeune de sujets qui pourraient le tracasser sur les médias sociaux, et ainsi de suite. Être un modèle suffisamment bon pour le jeune. Donc, comme dit Winnicott, good enough mother. Donc, le but, c'est pas de se mettre trop de pression. Donc, on n'est pas parfait et les adultes en général peuvent être des modèles suffisamment bons. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien, ne pas trop s'en demander. Parce que oui, c'est vrai, le jeune apprend beaucoup en imitant les adultes de son entourage. Et donc, on peut l'aider en travaillant sur notre propre estime. Alors, tout simplement, ne pas trop s'en demander, pardon, ce qui va inciter le jeune à ne pas non plus trop en exiger de lui-même. Être ouvertement fier de ses accomplissements, pardon, même ceux qui peuvent paraître très petits. Faire des activités pour le plaisir et non uniquement pour la performance. Ne pas trop accorder d'importance au regard des autres. Vous accordez aussi des moments pour vous, parce que vous aussi, vous en avez besoin de moments pour vous-même. Ne pas vous rabaisser, partager ce qu'on apprend de nos erreurs. Donc, vous pouvez le dire aux jeunes, j'ai fait une erreur, je suis moins bon dans cette tâche-là. Je l'explique aux jeunes et je lui dis que je vais apprendre à faire mieux la prochaine fois, tout simplement. Et de fait même, ça va faire en sorte qu'il va être plus à même de faire la même chose. Alors, à retenir de la présentation d'aujourd'hui, avoir une bonne estime de soi, c'est s'apprécier tel qu'on est, à sa juste valeur. Vous pouvez aider les jeunes à construire une bonne estime d'eux-mêmes en leur offrant un milieu sécuritaire, une écoute qui démontre qu'ils sont assez importants pour qu'on prenne le temps avec eux, en leur donnant des responsabilités, des choix. Et les règles, un cadre, c'est important. C'est ça qui permet justement une certaine sécurité, de mieux vivre en société. Et à l'adolescence, c'est leur permettre d'assumer leurs choix tout en les accompagnant et en voyant avec eux les apprentissages qui ont été faits. Donc, un gros merci pour votre écoute. Je vais arrêter le partage pour la période de questions. Je pense que je suis rentrée pas mal dans le temps, hein?